Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Première partie Critique Info. Le mois de décembre tend vers la fin, vous le savez tous. Et nous sommes donc en train de dresser des bilans pour savoir un peu qu'est-ce qui va réellement se passer. Le premier sujet aujourd'hui, on va le tirer certainement de la revue de presse Forum des As, gratuité de l'enseignement, la thérapie de la Synco. La distribution automatique de promesses, Olivier Kamitatou s'exprime dans La République. La prospérité boucle la boucle avec Abdou Dabi. Toundayaka Sende renouvelle l'engagement de la RDC à lutter contre la corruption. C'est vrai, parlons-en. Mesdames et messieurs, moi, personnellement, après avoir réfléchi sur la question de la gratuité de l'enseignement, beaucoup doutaient d'ailleurs. Ce qui est merveilleux, ce qui est bien, dans un pays, il ne faudrait pas vendre aux enfants la connaissance, c'est totalement dépassé, c'est totalement incompréhensible. Mais ce qu'il faut dire, en 9 mois, le président Fachi a remis à l'école 2 500 000 enfants. Je ne sais pas si on peut se dire, voilà les statistiques. Il y a 7 millions d'enfants dans la rue. 7 millions d'enfants dans la rue. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres de PNUD, des chiffres des autres homologués par d'autres entreprises, d'autres ONG internationales. On parle de 7 millions d'enfants dans la rue. Mais ça, c'est il y a de cela 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas doublé? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'enfants dans la rue? On ne le sait pas. On ne le saura peut-être pas. Mais ce qui est vrai, c'est que le programme de la gratuité de l'enseignement a remis 2 500 000 enfants dans, je veux dire, dans les salles des classes. Ce qui veut simplement dire qu'il y a eu une avancée terriblement par rapport à ce qu'on avait laissé avant. Parce qu'il faut rappeler le contexte. Le Congo, malgré sa superficie, malgré sa démographie implosante, la RDC compte le nombre le plus important des analphabètes en Afrique. On n'est pas le premier, mais en tout cas, on n'est pas le premier en termes d'analphabètes, mais on est en tout cas, si pas dans les 4 premières, mais sinon on peut être dans les 3 premières. Parce que nous avons la population la plus importante, après le Nigeria, si je ne me trompe pas, mais nous avons aussi la popularité la plus importante en termes d'analphabétisation. Donc les gens ne sont pas allés à l'école. Encore que s'il faut même compter ceux qui sont allés à l'école, on se pose la question de quelle étude ils ont eu à faire. Parce que ce qui s'est passé au Congo depuis tout le temps, je veux dire depuis 18 ans, il y a eu ce qu'on appelle un génocide intellectuel. Les gens qui sont allés à l'école, mais ils ne savent ni lire ni écrire. Un génocide intellectuel. Mais quand on revient maintenant sur les chiffres, vous vous rendez compte que vous avez un potentiel de 2 500 000 enfants. Dois-je rappeler aux Congolais que cette histoire de gratuité a coûté aux parents, ça veut dire les parents payaient pour ceux qui avaient des familles assez, une famille normale, pouvaient aller jusqu'à 100, je dirais à $1000 l'année pour un élève. $1000 l'année pour un élève. Dans d'autres écoles, surtout les écoles catholiques, c'était $1000 l'année. Mais dans nos petites écoles, on va dire des petites écoles publiques là, qui n'avaient pas des trucs, les parents pouvaient payer jusqu'à 400 ou $300. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait le tour du Congo et vous avez vu les images. Je suis allé dans les écoles. Vous avez vu dans quelles conditions les écoles fonctionnaient. Vous avez vu le taux de participation à l'école. Vous avez vu le taux de participation des enfants à l'école. C'était un taux inférieur à la démographie que nous avons, inférieur aux besoins que nous avons. Et donc, on avait beaucoup plus d'enfants dans nos maisons, dans les champs, dans les mines, que dans les salles des classes. Et ça, c'était inadmissible. On ne pouvait pas comprendre ça de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait finalement faire? Il fallait amorcer la procédure de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'était un impératif. On ne pouvait pas négocier, c'était un impératif. Il fallait que cela se passe. La loi sur l'enseignement de la gratuité, pardon, la mesure de la gratuité de l'enseignement est un vœu constitutionnel. Si vous voulez, au mieux, un impératif constitutionnel. Pas qu'un vœu, mais un impératif constitutionnel. Alors, il fallait l'appliquer. Mais c'est depuis que la Constitution est là, ça va faire 14 ans l'année prochaine, 10 ans, 13 ans de la Constitution, il y a eu un petit souci au niveau de l'application de cette mesure. On allait à pas de tortue. En voulant beaucoup réfléchir, on n'agissait pas, malheureusement. On n'agissait pas. Je vais dire la vérité. Je suis allé à l'Équateur, vers Ndjolo, vers Bikoro, avec Omo. On a vu des écoles où l'école était gratuite. Mais mes frères, c'était quelle école? C'était quelle école? C'était à peine de petits endroits couverts de paille. Et que quand il pleut, on demande aux enfants de rentrer chez eux à la maison parce qu'ils seront mouillés à l'intérieur.
C'est des enfants qui viennent étudier gratuitement, mais effectivement, ils ont aussi un enseignement gratuit. Et tout est gratuit à l'intérieur. La bêtise, elle est gratuite. L'ignorance, elle est gratuite. Tout était gratuit. Et fin avec le sceau de la République. Fallait-il continuer dans cette logique-là? On dit non. Analysons maintenant la faisabilité de la gratuité. La gratuité arrive sans avertir les gens. Le terrain n'est pas préparé. Pour qui? Pour les affairistes, pour ceux qui ont pris l'école comme pour une affaire, pour ceux qui ont pris l'école pour un commerce, pour ceux qui ont construit des maisons, se sont enrichis sur le dos des parents pauvres, pour ceux qui vendaient les diplômes, pour ceux qui vendaient la connaissance aux enfants. Et l'État qui dit non, non, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Si nous voulons créer un pays sérieux, si nous voulons avoir un État sérieux, si nous voulons avoir des institutions sérieuses, nous devons penser d'abord à nos enfants. Ça veut dire les scolariser. Parce que lorsque vous scolarisez vos enfants, et que les enfants ont une idée de ce qui va se passer, de ce que la vie est, de ce que l'école est, vos enfants, là même quand ils vont se fâcher dans la rue, ils ne vont pas détruire les édifices de l'État parce qu'ils auront appris la morale. C'est des enfants qui ne vont pas brûler le bus parce qu'ils auront appris le civisme. C'est des enfants qui ne vont pas aller se pavaner par-ci par-là parce qu'ils auront appris la morale. Donc l'État gagne en scolarisant les enfants parce qu'il protège son avenir. C'est très important pour des enfants qui ont appris, c'est très important pour des enfants qui ont compris dès le bas âge. C'est important. Il fallait donc investir dans les enfants. Investir dans l'homme, c'est très important. Mais investir dans l'enfant, c'est capital et c'est cardinal. Apprenez aux enfants quand ils sont petits pour que quand ils grandiront, qu'ils ne se détournent point. Et l'enseignement, au niveau de l'école, il est important, ce qu'on appelle en français l'enseignement fondamental ou l'éducation des bases. L'éducation des bases est très importante parce que même quand vous n'avez pas de diplôme, mais que vous avez quand même les points requis, c'est un avantage énorme. Et il fallait quand même le faire. Et donc, les parents étaient contents de la mesure. Tout le Congo était content de la mesure. Les États-Unis, partout, même à l'humanité entière était contente de la mesure. Mais il y avait un petit souci sur la faisabilité. Parce qu'il ne faudrait pas que la gratuité de l'enseignement tue les enseignants. Parce que si la gratuité de l'enseignement tue les enseignants, eh bien cette gratuité sera une fatuité. Alors, de peur que la gratuité soit une fatuité, mais que la gratuité soit un escalier pour la qualité, parce que le chemin qui vient après la gratuité, c'est la qualité en passant par les infrastructures de l'État, disons scolaires. Mais donc, à ce moment-là, il y avait un souci, parce qu'il y avait ce qu'on appelle de nouvelles unités. Et il y avait des gens qui étaient déjà engagés, mais qui ne percevaient pas leur somme, leur argent. Les enseignants, parce que je veux le dire, c'est totalement revulsant que les enseignants ne soient pas payés pendant 2 mois et 2 mois. Alors que ce sont eux qui viennent enseigner nos enfants. Ils les enseignent quoi avec un ventre affamé? Et la précarité qui a frappé l'école, c'est une précarité qui l'a détruite, même dans son intérieur. Parce que le professeur lui-même, comme on ne le paye pas, on ne sait pas l'exiger des choses. Si déjà on n'a pas à payer le professeur, comment on va aller le recycler? Comment on va recycler l'enseignement si déjà on n'a même pas les moyens de payer les professeurs? Donc il y a eu une sorte de laisser-aller. Parce que regardez, quel était le budget alloué à l'enseignement à l'époque de M. Kabila? C'était quoi le budget? C'était quoi le pourcentage alloué à l'éducation? Mais tout portait à croire qu'on n'en avait pas fait. C'est-à-dire, comme on dit, on s'en fout, on se moque de que vous soyez qui que ce soit. L'école n'était pas une priorité pour nous. Et nous avons participé à cette destruction collective en envoyant nos enfants à l'école dans c'était des cycles d'abrutissement. Et les enfants allaient, ils ne faisaient que nous ramener des diplômes et l'école est devenue ce distributeur de diplômes. Ou si vous voulez, la distributrice des diplômes. Et nous tombons tous dans ce que moi j'appelle la diplomanie. Le diplôme pour tous, ouais, tout le monde a le diplôme. Allons Guinaé, ça s'arrête là. Un étudiant ou une étudiante demande-lui d'écrire, mais c'est la catastrophe. Demande-lui de parler, c'est une calamité. Demande-lui de raisonner, c'est l'effondrement. Et totalement à côté de la plaque. Et donc, il fallait revenir là-dessus pour créer des conditions favorables. Et les conditions favorables de l'école, je l'ai toujours dit, il fallait réfléchir pour se dire, c'est un processus. C'est vraiment un processus. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Parce que quand on attend avoir tout, on ne le fera jamais. Il fallait pousser les gens à le faire pour que les gens se mettent au travail. Peut-être les gens n'ont pas l'idée de ce que c'est le Congo. Je rappelle,
Vous avez, selon les rapports de la Banque mondiale a ses chiffres, moi j'ai le mien. La Banque mondiale parle de 90 millions d'habitants, et ainsi de suite. Mais nous avons aujourd'hui, si on regarde très bien, en tout cas, on peut atteindre 100 millions de personnes au Congo. On peut atteindre facilement 100 millions de personnes au Congo, n'est-ce pas? Alors réfléchissons bien maintenant. On dit la population, elle est jeune. Notre population est estimée, l'âge médian, on dit que l'âge médian est de 25 ans, 26 ans, ainsi de suite. Donc la population du Congo, dans sa majorité, la population est jeune. Quand on dit jeune, ça veut dire, on va dire, de 0 par exemple à 25 ans ou 26 ans. Mais c'est l'âge de l'école, pour la plupart des cas, l'âge de l'université, on va dire. Alors, on a encore un nombre important d'enfants qui sont encore petits, qui doivent aller à l'école, mais qui ne vont pas à l'école. Vous êtes à Kin, faites un tour sur le boulevard. Juste, n'allez même pas loin. Faites un tour sur le boulevard. Vous vous rendrez compte, si vous ne comptez pas moins de 100 enfants dans la rue, mais c'est une calamité. Ces enfants devront se retrouver à l'école. Mais ils sont des esclaves de leurs parents qui sont des aveugles. Et ces enfants sont en train de pousser leurs parents là-bas. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous arrivez à Sosimat. Des Sosimat à la gare centrale, vous trouvez des enfants qui devraient en principe être à l'école. Mais ces enfants sont en train de conduire leurs parents qui sont aveugles à la mendicité, qui du reste est une infraction punissable dans le code pénal congolais. C'est l'un des codes, un meilleur de code, hein, qui réprime la mendicité. Je me rappelle plus de la disposition. Si je me rappelle, je vous le donnerai. Donc, il fallait finalement trouver un moyen pour scolariser ces enfants-là. Parce que quand vous les scolarisez, vous les empêchez de tomber dans le trou, dans beaucoup de choses. Voyez-vous, dans le banditisme, dans la mendicité, dans la prédation, dans la dépendance, ce sont ces enfants qui vont aller à l'école, qui vont apprendre. Et à l'école, on allume pour la plupart des cas des talents, on active pour la plupart des cas des potentiels, ainsi de suite, on les découvre. C'est très important d'aller donc à l'école. Mais il faut prendre la chose dans son ensemble pour que ça marche. Qui enseigne qui? Dans quelles conditions l'enseignant enseigne? Dans quelles conditions on enseigne l'enseigné? Pardon, dans quelles conditions l'enseignant enseigne? Dans quelles conditions l'enseigné est enseigné? Il faudrait voir ça. Et puis voir aussi le cadre juridique, le cadre de salaire, les conditions, ainsi de suite, il faudrait en parler. Les infrastructures, il faudrait en parler. Alors voilà pourquoi moi j'aurais d'abord voulu, dans la gratuité de l'enseignement, vous parler d'abord de cette volonté politique-là qui a été matérialisée parce qu'il fallait commencer. Voyez-vous, toutes ces personnes qui ont critiqué la gratuité hier, aujourd'hui, nous donnent raison. Hier, quand la gratuité était annoncée, souvenez-vous qu'il y avait plus de 87% des écoles hein, qui n'étaient pas d'accord. Pas d'accord. Aujourd'hui, il ne reste plus que 8%. On parle de 8 ou 9%, c'est quelque chose comme ça. Et il y avait pratiquement plus de 57 écoles à Kinshasa qui étaient contre l'affaire. Aujourd'hui, moi je vous parle, il ne reste plus que 16 écoles. Peut-être 16 ou peut-être 15. On est convaincu qu'avant la fin de cette année, on pourra peut-être descendre jusqu'à 10. Et à la force de la majorité, les 10 autres vont rejoindre les autres. Mais maintenant, cette volonté, est-ce qu'elle suffit? Non, elle ne suffit pas. Parce que tenez, j'ai quelques chiffres. Et moi, je dis toujours avec les chiffres, je suis un peu dangereux. Mais c'est surtout quand je discute avec mon équipe. Quand vous avez quelqu'un comme Jérémy, pardon, qui est très fort en chiffres, tout ce qui va être dit, ce sera lui, donc le responsable. Il m'a donné des chiffres. Les enseignants qui sont non payés jusqu'aujourd'hui, ils sont au nombre de 132 617. Et il m'a dit de ne pas ajouter. Je m'arrête là. Les enseignants qui sont payés, il y en a 34 740. Il m'a dit de m'arrêter là, de ne pas ajouter, parce que moi je risque d'ajouter millions après. Mais on arrête là. Maintenant, ceux qui vont être payés au premier trimestre de 2020, c'est 97 977 qui vont être payés dans le mois, le premier trimestre. Le premier trimestre, c'est janvier, février, mars. Le cardinal Ambongo, il avait dit que ce n'était pas question d'attendre jusqu'au mois de février. Je suis d'accord avec le cardinal Mosengo. Pardon, le cardinal Ambongo. Je suis d'accord avec lui qu'il n'est pas normal d'attendre jusqu'au mois de février. Mais en même temps, je voudrais poser la question au cardinal. On fait quoi maintenant quand on n'a pas l'argent? Qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'il est important, mes frères, de ne pas être fataliste. Il est important de nous dire, quand on s'inscrit dans une logique de faire bien les choses, on doit apprendre à se sacrifier quelquefois. Les sacrifices, il ne faut pas les faire porter qu'aux enseignants, non.
Le sacrifice peut aussi être porté par ceux qui gèrent le pays. En baissant un peu leur salaire, en baissant... Aujourd'hui, on sait tous que le président de la République touche 15 000 $. On sait tous. Mais maintenant, on pourra dire... Maintenant, on attend qu'il y ait une réduction au niveau du haut sommet ou qu'on dégage un peu l'argent de l'autre côté. Mais moi, je l'avais dit. Je proposais ceci au président de la République. Je proposais ceci au gouvernement. Faites ce qu'on appelle un fonds populaire ou un fonds commun d'assistance à l'enseignement. Un fonds commun de l'enseignement. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez n'importe quoi, vous avez ces choses-là qui sont au Congo. Vous pouvez appeler aux dons des citoyens comme ça. On dit, tous ceux qui veulent soutenir l'enseignement, souscrivez dans tel réseau ou dans tel autre réseau. Vous allez chez les autres réseaux qui a un PSA, RTL Money et tout ça. Vous dites, bon d'accord, et même Orange Money, vous avez toutes ces entreprises-là qui vont être comme des régies financières pour vous. Chaque Congolais, partout où se trouve, il pourra mettre 10 francs, 20 francs, 30 francs, 100 $, 200 $, ainsi de suite. Et vous voyez que dans si peu de temps, vous payez non seulement bien les enseignants, mais vous pouvez même financer d'autres programmes. Les grandes réformes de l'enseignement ont besoin d'argent. Je suis même convaincu que le président peut aller plus loin. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a, parmi les écoles construites, il y a 150 écoles construites. Les 150, il y a 150 dont 32 totalement finis. 132 totalement finis et 18 en plein travaux. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Mais est-ce que c'est bien par rapport à 9 mois de pouvoir? Oui, c'est très bien par rapport à 9 mois de pouvoir. Mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'année, par rapport au mandat, par rapport aux défis que nous avons. Le Congo doit d'abord répertorier combien d'enfants doivent aller à l'école. Parce que n'oublions pas, la gratuité de l'enseignement doit appeler l'obligatorité. Jusque-là, nous n'avons pas encore inclus le caractère obligatoire de notre enseignement. Parce que la Constitution parle de l'eau. C'est obligatoire. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas une option. Obligatoire parce qu'il y a des parents véreux qui peuvent vouloir faire travailler leurs enfants au lieu d'aller à l'école. Vous voyez les enfants qui sont dans les mines à l'est du pays. Au lieu d'être dans les écoles, ces enfants sont dans les mines. Parce que là, ils gagnent 3, 4, 5 $ le jour. Alors, les parents, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, ils envoient leurs enfants dans les mines parce qu'ils savent que l'enfant peut amener 10 $ la journée. L'État doit se battre contre ça. L'État doit dire aux parents, vous n'allez pas faire l'argent sur la tête de vos enfants, et surtout sur leur misère. Vos enfants, leur place ne se trouve pas dans les mines, mais se trouve à l'école. Tous nos enfants que nous voyons dans les rues avec des pommes, avec des bananes, tout ça, ces enfants devraient en principe être à l'école. Et si on trouve un enfant en train de vendre dans la journée, on arrête son père. On arrête son père parce que vous avez là en face de vous un ennemi de l'État. Mais comment vous allez obliger les enfants d'aller à l'école si vous n'avez pas les endroits pour les accueillir? Comment vous aurez les endroits pour les accueillir si vous n'avez pas assez d'argent? Et comment faire pour avoir l'argent? C'est là où on doit réfléchir. Je propose au président de la République comme ça, comme cela. Mais on a un élément important encore. Avec le FCC, il faut douter un peu. Mais s'ils ont une bonne foi, on va dire ceci, que tous les gouverneurs qui vont aujourd'hui percevoir les impôts fonciers et les impôts sur le revenu locatif, tout ça, que les gouverneurs aient la mission, une autre assignation supplémentaire, tenant compte de leurs ressources, ainsi de suite, que chaque province, chaque entité construise 100 écoles. Vous croyez que c'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. Quand on veut, on peut. Tenez, si la ville de Mbandaka crée 100 écoles, la ville de Bikoro crée 100 écoles, la ville de Bukungu 100 écoles, Ikela 100 écoles, Injolo 100 écoles, vous risquez d'avoir 500, 1000 ou 2000 écoles. 2000 écoles de classe, avec 2000 écoles, ça veut simplement dire, alors là, excusez-moi, le calcul va être difficile, je ne m'étais pas préparé à cela. Si c'est de la première année à la 8e année, faites le calcul, vous aurez combien de salles? Et combien de salles, ça veut dire combien d'enfants? Ça veut dire en un an, vous risquez non seulement de vider la masse des enfants qui n'étudient pas, mais vous allez résoudre un problème terriblement important. C'est le problème de l'analphabétisation. On va dire, vous aurez l'argent, je vous ai donné les moyens, on peut trouver un fonds. Ça, c'est un élément important. De deux, on peut demander aux grands réseaux de communication, ainsi de suite, de mener des démarches comme ça.
Si vous demandez aux brasseries, vous demandez aux réseaux de communication, vous demandez à tous les investisseurs, vous leur dites, nous avons finalement des avantages à vous faire, des avantages fiscaux à vous faire. Nous allons baisser un peu des taxes à ce niveau ou à cet autre niveau. Mais en contrepartie, construisez autant d'écoles ou financez tel programme, tel autre programme. Voyez-vous, on aura réussi dans beaucoup de choses. Donc, c'est une question d'idées. Il faut juste avoir les idées pour que ça marche. Je me dis toujours qu'on n'a pas besoin de ce budget. On n'a pas besoin d'attendre le budget. On peut avoir les fonds à l'extérieur. On peut avoir le budget en dehors de ce budget de l'État. Nous pouvons avoir un autre moyen de financer les choses. Les Congolais eux-mêmes, par leur générosité, par leur bonne foi, peuvent financer. Peuvent financer parce que je ne parlerai pas de lui parce que les gens vont dire Moïse Katumbi avait promis de donner 6 millions de dollars, je crois, à financer un programme quelconque. Vous savez ce que 6 millions de dollars ça veut dire? 6 millions de dollars ça veut dire une construction de beaucoup d'écoles. De beaucoup d'écoles en tout cas. Beaucoup d'écoles. Et donc vous réussissez finalement à régler le problème. Je crois que tout est question de savoir ce que l'on veut, les infrastructures et ainsi de suite. Je voudrais que les enseignants soient mieux payés. Vous pouvez maintenir le salaire des enseignants même à 300 dollars, même à 400 dollars. Vous pouvez maintenir le salaire là-bas. Mais vous pouvez aller au-delà avec les primes. Et les primes, vous l'avez comment? Les primes, vous l'avez à travers ce fonds-là. Les primes, vous l'avez à travers des fonds extérieurs qui peuvent vous permettre à primer les enseignants. Ça peut encore vous permettre à à recycler les enseignants. Parce que dans certains pays, c'est pendant que les élèves vont dans les vacances que les enseignants, eux, viennent faire le recyclage. De 2 mois ou de 3 mois, ils viennent être enseignés. Parce que la vie évolue, la science évolue, il faut le recyclage, il faut rattraper les choses. Je pense qu'au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, c'est pas refonder l'enseignement, on doit le réformer. On doit l'actualiser. Il y a des choses à actualiser parce que moi, je ne peux pas comprendre que jusqu'aujourd'hui, mes petits frères m'ont parlé au gré des vagues. Mais au gré des vagues, moi, j'étais tout jeune, j'étudiais au gré des vagues. Vous pensez vraiment que rien n'a changé, quoi? Il y a des mots qui sont abolis dans les dictionnaires aujourd'hui. Il y a des mots qu'on dit qui sont des mots anciens. Il y a des formules qui sont des formules anciennes. Il y a de nouvelles révélations. Aujourd'hui, il y a des nouvelles manières d'enseigner. Il y a tellement de choses à faire qu'il faudrait vous adapter à l'actualité. Est-ce que nous avons vraiment besoin de passer autant de temps à l'école aujourd'hui? Avons-nous vraiment besoin de cela? Si oui, on définit ce qu'on veut. Nous devons choisir un modèle éducatif qui nous convienne. Mais ce modèle-là doit venir sur des résolutions bien que l'on va prendre. Il ne faut pas qu'on aille à la va-vite, mais il faudrait qu'on comprenne que c'est important de jeter un œil sur la question. Moi, je suis content de voir que 2 500 000 enfants sont aujourd'hui en train d'étudier. Je suis content encore parce que je sais que l'année 2020, si on a encore 2 500 000, ça fera 5 millions d'enfants. Voyez-vous ce que ça fait? Et ça veut dire, si nous avons une masse, je prends un exemple, si nous avons une masse de 40 millions d'enfants, si nous avons une masse de 40 millions d'enfants dans l'âge de la scolarisation, au niveau de l'école, qui ne vont pas payer, vous savez ce que ça veut dire? C'est un soulagement terrible. Parce que l'argent que le papa devait payer pour l'enfant, le papa peut concentrer ça pour payer à son fils l'enseignement secondaire. Or, le programme de l'enseignement, en fait, disons, la vision du président de la République, c'est qu'au bout d'une année ou 2 ans, qu'on ait aussi la gratuité au niveau de l'enseignement secondaire. Public, bien évidemment. Voyez-vous ce que ça fait? Ça veut dire que les parents vont encore économiser pour maintenant envoyer leurs enfants dans les grandes universités. Or, nous allons continuer à aider la gouvernance actuelle pour dire au président, vous pouvez, encore une fois, toujours grâce au fonds populaire pour l'enseignement, vous pouvez maintenant financer des grandes études. Nous voulons combien d'architectes pour ce pays? Nous voulons combien de médecins dans ce pays? L'école est faite pour des besoins. Il faut que ça réponde à un besoin. On a besoin de former quel type de personnes? Non, on dit par exemple, aujourd'hui on a besoin de former des maçons. Cette année, on aura besoin, comme c'est une année de construction, on aura besoin des maçons et des architectes. L'État paye pour ça. L'État met une politique d'attraction qui attire les gens. En disant, les femmes par exemple, les femmes ne vont pas payer les frais académiques à telle promotion. Parce que nous avons besoin d'un taux important de femmes. On veut vraiment que les femmes étudient. Donc les femmes vont aller à l'école gratuitement. Et non seulement qu'ils vont aller à l'école gratuitement, elles seront payées. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire non seulement que les élèves vont venir apprendre,
elles vont apprendre, elles seront en plus payées et ça crée encore de la richesse, non seulement de la richesse, mais vous avez au moins la garantie que vous aurez des citoyens demain consciencieux. Je pense que nous pouvons trouver les moyens de le faire. C'est très, très important. Donc, retenons seulement que la gratuité de l'enseignement, la SENCO aujourd'hui est d'accord. La SENCO a parlé des enseignants qui doivent être pris en charge parce que je comprends que c'est normal, c'est important. Moi, je soutiens la SENCO. Il faut que les enseignants soient payés. Il faut que les enseignants soient pris en considération. Il faut que les enseignants soient considérés dans notre pays. Mais je pense aussi qu'il faut que les enseignants soient formés. Il faut que le clientélisme quitte nos écoles. Il faut aussi que la commercialisation de points quitte nos écoles. C'est très important. Je suis sidéré d'apprendre qu'à un niveau, il y a école primaire, la 6e année, Labo et Koti. Est-ce que vous imaginez? Labo et Koti, la 6e primaire. Tenafep, au Bango bien en Kinshasa, Tenafep, puis on examen sélectif. Chez nous, en Équateur, on appelle ça examen sélectif. Bon, on a qui dans ce qui Tenafep, je ne sais pas toujours ce que ça veut vraiment dire. Mais quand on regarde en profondeur de choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a des lieux où la corruption ne devait même pas, même pas. Mais tu as pas ce commis, tu as niveau. Donc, il faut vraiment qu'on réforme en gros totalement. Après la gratuité, il faut que après gratuité, il faut qualité. Quand l'école est gratuite, il y a les infrastructures adéquates. Tout le monde va étudier dans de bonnes conditions. Il y a le côté obligatoire. Il faut que tout le monde aille étudier et que ça soit obligatoire. Parce que ceux qui ont un banditisme ici, vous ne verrez plus les petits enfants dans la rue comme on le voit aujourd'hui en uniforme. Et les assoutés parce qu'ils seront tous à l'école. Alors quand on aura fini maintenant ça, on va maintenant regarder la qualité. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons donner à nos enfants? Bana la 2e année primaire, il faut bailler au canine. Bana la 1re année primaire, il faut bailler au canine. Parce que l'école apprend à calculer, à lire. Mais les gens oublient. Les gens parlent toujours que à l'école, on va apprendre à lire et à écrire. Non. Non, mais si vous ne savez pas, l'école apprend à raisonner. L'école apprend à raisonner. Si je ne m'abuse pas, je crois que comme d'autres, Jérémy, je crois que toi aussi, on a fait ce qu'on appelait à l'époque la rédaction. C'était comme une sorte de dissertation, mais c'était à l'école primaire. Le plus grand exercice de dictée, mais c'est au niveau de l'école primaire. Parce que c'est là qu'on doit apprendre à écrire, c'est là qu'on doit apprendre à compter. Calcul mental, mais c'est là qu'on apprend à lire, à écrire, mais surtout à raisonner, à concevoir une idée, à avoir, comme on dit, l'introduction, le développement et la conclusion. C'est là où on a la thèse et l'antithèse. Mais aujourd'hui, écouter un enfant parler, ça veut dire que même quand il t'explique son problème, tu ne comprends pas. Mais tu poses la question, tu es en quelle année? 6e année. Tu es en quelle année? G1, G2. Oui, mais tu veux quoi? Même pour expliquer son propre problème, sa propre dissertation, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Parfois, on commence avec donc. Quelqu'un commence une phrase avec donc. Donc, mais donc, c'est la conclusion, non? Comment tu commences avec donc? Quelqu'un vous parle, tandis que 20 fois dans une phrase. Tandis que donc, tandis que ça parce que, tandis que ça pendant, tandis que ça cependant, tandis que ça malgré, tandis que ça nonobstant. Donc, c'est tous ces déficits-là, on doit le régler au niveau de l'école. Des petites erreurs que nous commettons ici, tout ça, ça doit être réglé au niveau de l'école. Quelqu'un dit, par exemple, dans le lobby, bon, par exemple, n'a pas sonné exemple, mais tu as dit par exemple. Tu me donnes encore un autre exemple comment? Donc, ce sont des choses qui arrivent tout simplement parce qu'il y a eu des petites fuites au niveau de l'école. On n'a pas été serré. Maintenant, il faut revenir là-bas. Il faut revenir là-bas. Il faut revenir être les plus rigoureux. Je préfère encore que la classe est belée que le diplôme. Mais c'est un scandale ce qui se passe au Congo. Un élève n'est même pas encore en 6e, mais il est déjà à 100%. Il est déjà. Imaginez-vous une école qui écrit et pas la mission de Ratakate. Ça veut dire qu'un élève peut venir payer juste le frais et puis à la classe. Opposé élève, la 6e année. Aussi, on va parler français. Il est très furieux, il est très fâché. Vous pensez que vous l'énervez? Non, c'est l'exercice au Lingasa de Ngompe Sekanda. Mais ce que c'est bon, on parle Lingala maintenant. Il faut qu'on rafale, n'a pas de détails, ça veut dire tout est là. On est même prêt à fonder des verbes transparents qui n'existent pas. C'est compliqué. Donc je crois que la question de l'école, il faut tout faire une mission. Voilà pourquoi je demande aux Congolais d'être vigilants.
Soyons vigilants, vigilants. Ce n'est pas parce qu'on a dit la gratuité que vous devez vous laisser emballer dans ça. Non. Ce n'est pas parce qu'on dit gratuité que vous devez vous emballer. Vous devez être rigoureux, très rigoureux, pour regarder qu'est-ce que vos enfants vous amènent à la maison. Chers parents, prenez le temps de lire les notes de vos enfants. C'est important. Prenez le temps de lire les notes de vos enfants. Parfois, les enfants copient les erreurs de profs, mais parfois, il te dit, papa, vraiment, on a copié au tableau. Le maître avait écrit sur le tableau. Mais vous regardez qu'il y a des erreurs, des fautes. Il dit, mais si déjà lui-même, le prof, a des fautes comme ça, et mon enfant, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Prenez le soin de regarder ces choses-là et faire le suivi. C'est important de faire le suivi. Ainsi, on va dire que c'était bien les choses. N'oubliez pas, le chiffre, je vous ai parlé ici, c'est 2 500 000 enfants nés en Angola. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler de la corruption. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.